Alors, bien le bonjour tout le monde. Bien le bonjour aux gens qui sont réunis ici et ceux qui sont en ligne. Alors, bienvenue donc à cette conférence de Madame Céline Béraud, professeure, directeur d'études à l'EHSS, au César. Il vient nous présenter en fait une conférence autour de son dernier livre, La bataille du genre, du mariage pour tous à la PMA. Madame Béraud est sociologue des religions et directrice d'études, je le disais, au Centre d'études en sciences sociales du religieux, le César, de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Ses principaux thèmes de recherche portent sur les questions de genre, de sexualité dans le catholicisme, la religion dans les institutions publiques, la sociologie du catholicisme en France et en perspective comparée européenne, Belgique, Espagne, Italie, Portugal et avec le Canada. Et enfin, la sociologie de l'autorité religieuse. Elle a publié de nombreux livres, je viens d'en citer un qui est celui du mariage pour tous, la bataille du genre, mais également elle a publié en 2021 aux éditions du Seuil le catholicisme français à l'époque des scandales sexuels. La question de la PMA, nous le verrons, a fait, et du mariage pour tous, a fait débat en France. Et d'une certaine façon, elle nous présente ici un livre, je dirais, peut-être un peu plus engagé à certains égards. Je veux souligner et remercier l'Institut d'études féministes et de genre de l'Université d'Ottawa de co-organiser avec le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone cette activité. Sur ce, je laisse immédiatement la parole à Céline Béraud, que je remercie d'être présente. Merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci au professeur Martin Meunier pour son invitation. Merci au Collège des chaires sur le monde francophone et à l'Institut d'études féministes et de genre de l'Université d'Ottawa de me donner l'occasion effectivement de présenter cet essai qui, donc la bataille du genre, qui est en fait une synthèse, hein, c'est un ouvrage de synthèse de pratiquement 10 ans de recherche et qui s'appuie sur plusieurs enquêtes de terrain, alors qui ne sont pas présentées dans l'ouvrage, puisque c'est plus un essai enfin, il y avait voilà, c'est très autour de, enfin, c'est vraiment un ouvrage qui défend des thèses, hein, c'est un ouvrage qui laisse moins de place, il fallait faire un ouvrage pas trop long, hein, et donc il y a toute la dimension d'enquête qui n'apparaît pas du tout dans l'ouvrage, mais que je pourrais bien évidemment évoquer et que j'ai par ailleurs évoqué dans d'autres publications. Alors, si ce parcours de recherche, donc j'ai dit 10 ans de... Alors, je n'arrive pas à faire passer à la diapositive suivante. Alors là, j'ai besoin de... Tout est bloqué. Toujours des petits problèmes dans cette langue. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce papier. Souvent des petits problèmes ici. Bon ben voilà, Ici, dans cette salle-ci. Oui, il me semble que j'ai remarqué. Très fort. Oui, d'accord. Et donc, en fait, c'est un itinéraire de recherche qui avait été initié dans le cadre d'un projet de recherche européen qui était dirigé par un collègue espagnol, Alfonso Pérez Agoté, et qui avait réuni une équipe de collègues sociologues spécialistes du catholicisme qui travaillaient dans des pays de tradition catholique majoritaire. Donc, on avait la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Et ce groupe-là, qui a travaillé pendant 7-8 ans, hein, a d'abord fait une espèce d'état des lieux de portrait du catholicisme en Europe, qui était une façon de préparer ensuite ce qui intéressait vraiment le collègue espagnol, c'est-à-dire les espaces de nouvelles conflictualités entre le catholicisme et le politique. Et donc, c'est cet ouvrage, The Intimate, qui est apparu en 2015, mais qui en fait était vraiment en cours de rédaction au début des années 2010. Et parmi ces objets de conflit, ces controverses, hein, nous étions 2 pays à avoir retenu la question de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, avec 2 configurations radicalement différentes. Donc, la configuration des collègues portugaises Helena Vilaça et Maria João Oliveira, qui travaillait sur une ouverture du mariage qui avait eu lieu en 2010 au Portugal
avec une très très faible mobilisation catholique, il y a une petite manifestation qui est organisée, mais vraiment pas grand-chose. Ce pays pourtant très catholique, qui est vraiment en Europe aujourd'hui, qui demeure vraiment le pays européen qui a les taux d'affiliation au catholicisme, les pratiques religieuses, le nombre de prêtres et avec un âge moyen du clergé qui est encore bas, très très bas par rapport au reste de l'Europe. Et bien ce pays très catholique avait finalement assez facilement adopté le mariage en l'ouvrant au couple de même sexe. Alors que justement, nous étions, avec mon collègue Philippe Portier, nous avions sous les yeux cette mobilisation qui était en train de se déployer à partir de 2012 autour justement du projet du gouvernement socialiste qui venait d'être installé suite à l'élection présidentielle de 2012 et à l'élection de François Hollande. Parmi les engagements de campagne du candidat socialiste, il y avait l'ouverture du mariage au couple de même sexe et l'adoption. Donc les choses étaient très clairement posées et il y a cette mobilisation effectivement qui va naître, qui va surprendre beaucoup de personnes. Alors, je dis, ça surprend nos collègues portugaises. J'en ai beaucoup discuté à l'époque avec Solange Lefebvre qui avait publié un article sur justement la réception au Québec de la question d'ouverture du mariage au couple du même sexe, qui montrait qu'on était dans une configuration en fait très très proche de la configuration portugaise, où les choses s'étaient déroulées sans mobilisation particulière. Et c'est aussi quelque chose qui va vraiment surprendre les acteurs et les actrices à l'échelle nationale. Et tout ça va se structurer autour d'une défense de la famille traditionnelle et avec une mobilisation contre ce qui va être désigné par une espèce de syntagme qui va s'appeler la théorie du genre et qui va vraiment cristalliser la mobilisation. Et donc cette mobilisation, moi je l'avais étudiée donc, avec Philippe Portier, après l'ouvrage collectif, on avait souhaité publier en français également et étendre un peu nos analyses. Donc on avait fait paraître ce premier essai en 2015, Métamorphose catholique. Et donc, quelques années après, l'idée, c'était vraiment de revenir sur ce moment politique, moment d'histoire politique et moment d'histoire religieuse en France, celui d'une politisation des questions de genre, auquel donc des réseaux, des acteurs et des actrices catholiques participent pleinement. Alors, la question qu'on peut se poser et que moi je me suis posée, c'est comment est-ce qu'à l'occasion justement de l'ouverture du mariage au couple de même sexe, comment est-ce que le genre, concept académique complexe, polysémique, encore très largement inconnu en France, vraiment et encore timidement présent dans le monde académique. Les choses se sont accélérées depuis, mais il faut bien imaginer qu'il y a une sorte de retard français par rapport à ce que vous pouvez avoir comme repère et comme légitimité de ce type de recherche, de ce type de champ d'études. En France, on est présent de ça, et il y a une dizaine d'années, on était encore davantage en détail. Et qu'est-ce qui va se passer finalement à l'occasion de cette mobilisation? Ce discours, ce concept va être diffusé dans un très large public qui, quelques mois auparavant, ont été incapables d'évoquer le genre, ou sinon de l'évoquer comme une catégorie de la grammaire française, mais certainement pas comme une catégorie d'analyse ou comme une catégorie de mobilisation, une catégorie d'engagement politique. Et donc, les discours vont proliférer dans le débat public, et ce, sur un registre majoritairement hostile. Voilà. Donc là, en tant que spécialiste, il y avait quelque chose de très étonnant de voir cette expression comme ça pénétrer le débat public de manière tout à fait péjorative. Vous voyez, je vous ai mis une photo que j'ai prise lors d'une des multiples observations de manifestations que j'ai faites. Alors, vous voyez, le panneau, il y en avait, j'aurais pu vous en choisir, il y en avait parmi mes clichés des dizaines et des dizaines. Donc, vous avez non au gender. C'est le gender, parfois prononcé gender, et le fait que le terme soit employé en anglais n'est pas du tout anecdotique. C'était une façon de montrer qu'il s'agissait d'une importation, voire d'une américanisation des esprits, et donc de le dénoncer comme tel. Donc la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que ce discours sur le genre a pu proliférer dans le débat public, et ce, sur ce registre si majoritairement hostile. Quel rôle
a joué le religieux en la matière et comment finalement s'est trouvé instauré un clivage conflictuel qui a poussé à la mobilisation collective, de quelles conditions de possibilité, de quels refus ça bénéficie d'un tel mouvement et à quel type de reconfiguration, non seulement politique, mais aussi religieuse, principalement catholique, cela a-t-il conduit. Alors, bien sûr, dans une perspective historique, on pourrait repérer d'autres moments. Vous voyez, moi, ce moment que j'ai qualifié de bataille de genre, c'est ce moment-là de politisation des questions de genre et de sexualité, c'est un moment singulier, mais il y en a eu d'autres avant, il y en a d'autres après. Hein. On aurait pu, je sais pas, revenir autour du moment de la fin des années 60, par exemple. Mais ce qui m'a intéressé ici, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'il y avait une séquence très singulière qu'on peut tout à fait identifier, qu'on peut tout à fait dater, autour de la volonté par les pouvoirs publics d'institutionnaliser les couples de même sexe comme conjoints et comme parents et le type de mobilisation que ça a pu susciter. Alors, cette controverse publique autour du mariage pour tous, en fait, elle va durer bien au-delà du processus législatif qui, lui, commence à l'automne 2012 et finit en mai 2013, on va fêter les 10 ans de la promulgation de la loi relative au mariage. Et en fait, le processus va dépasser, et je pense qu'on peut vraiment repérer une première séquence qui dure jusqu'à 2014. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de ce mouvement? C'est d'abord indéniablement d'avoir commencé, et ça c'est assez surprenant justement dans cette France qu'on imagine détachée du catholicisme, qu'on imagine marquée par la laïcité, la mobilisation commence avec une prière. Elle commence avec une prière pour la France. Alors la prière pour la France, qui se fait à l'occasion de la messe du 15 août. C'était une espèce de très vieille pratique qui était complètement tombée en désuétude depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui est réactivée par le président de la conférence épiscopale de l'époque, qui est l'archevêque de Paris 23, et qui va diffuser une prière à l'ensemble des curés en France. Alors, tous là ne vont pas dire cette prière pendant la messe, mais un certain nombre vont le faire. Et cette prière pour la France vise justement à protéger les enfants, je cite, des désirs égoïstes des adultes. Vous avez déjà là le cadre qui est posé. Vous allez le voir lorsque je vais faire défiler l'argumentation. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, un point de départ liturgique. Vous voyez, c'est un répertoire d'action très spécifique. C'est le répertoire d'action de la liturgie et c'est aussi une forme de politisation de la liturgie, des choses qu'on n'avait plus beaucoup vues en France depuis probablement les années 60. Vraiment, c'est un espace qui s'était dépolitisé, qui était très préservé justement de ce type de polémique. Et très vite après, va émerger un collectif qui est en fait une sorte d'ombrelle ou de parapluie qui abrite un certain nombre de collectifs déjà existants et qui va prendre justement comme une forme de réponse au projet de mariage pour tous qui va prendre le terme de manif pour tous. Et au fil des mois, on va s'engager dans des discussions parlementaires qui vont s'enliser, dans des manifestations qui vont se multiplier et qui vont être comme ça propices à une mobilisation de très grande ampleur. Les manifs pour tous demeurent aujourd'hui, vous savez, en ce moment en France, il y a énormément de manifestations contre les retraites et j'ai encore entendu récemment un journaliste qui comparait le nombre de manifestants et manifestantes à celui de la manif pour tous. Alors, les premières manifestations, bien sûr, pas les dernières, je vais vous expliquer comment ça s'essouffle, mais vous voyez, ça reste, y compris dans un répertoire militant qui d'habitude est plutôt marqué par des références à gauche, et du côté du syndicalisme, etc., ça reste quand même, ça a marqué les esprits comme un moment particulier de mobilisation. Et les choses ne vont pas s'arrêter avec la promulgation de la loi le 26 mai 2000. Alors, outre ce répertoire d'action, qui est un répertoire d'action liturgique, il y a aussi un large répertoire d'action qui va être utilisé et qui va viser à occuper l'espace public, qui va participer d'une forme de mise en visibilité de ces acteurs, actrices et de ces réseaux, et qui là aussi va être très habile, va à la fois reposer sur la protestation de rue, non seulement avec de grandes manifestations nationales, on en compte 6 entre janvier 2013 et octobre 2016, mais aussi toute une série de happenings, des veillées qui sont organisées une fois la loi promulguée. Également du lobbying parlementaire,
également une pétition citoyenne adressée au Conseil économique, social et environnemental, une très forte présence sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une forte présence dans les médias, y compris les médias généralistes, très fascinés, vraiment très fascinés, et qui, sans vouloir, vont donner une forme de caisse de résonance, hein, et vont, d'une certaine façon, contribuer au succès de ces mobilisations, du moins dans un sens, par cette couverture médiatique extrêmement large et finalement souvent assez positive, au moins dans un premier temps, et avec cette fascination de voir qu'il y a encore des catholiques en France, et notamment qu'il y a encore des jeunes catholiques. Peut-être des découvertes, enfin ça les médias redécouvrent régulièrement, qu'il y a des catholiques, et redécouvrent régulièrement qu'il y a encore quelques jeunes catholiques. Hein. Bon, alors c'est la minorité dans la minorité, mais il y en a quand même encore quelques-uns. Mais là, il y a eu une fascination qui était d'ailleurs complètement entretenue par le réseau de la Manif pour tous, qui, dans les cortèges, savait très bien mettre au premier plan les jeunes gens. Hein, avait recours aussi à des chars où c'était des jeunes gens qui étaient mis en hauteur, enfin de la musique censée plaire à un jeune public, etc., etc. Alors moi qui observais pratiquement toutes les manifs tous, je peux vous dire qu'il y avait aussi des personnes âgées. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un public que j'aurais pu voir si j'avais été observer une messe le matin, soit à Paris, soit en province. C'est-à-dire qu'en fait, c'était assez intergénérationnel. Il y a eu cette insistance très forte sur la jeunesse et cette mise en scène de la jeunesse, alors qui était présente. Les gens ont beaucoup manifesté en famille aussi. Et d'ailleurs, il y a eu des témoignages très, très douloureux qui sont parus dans la presse à l'occasion justement des 10 ans des premières manifestations, y compris dans la presse catholique qui a fait un peu son mea culpa par rapport à ces questions-là, parce que dans un premier temps, le journal La Croix est hyper fasciné par tout ça et n'ose pas du tout émettre la moindre critique. Alors, pour avoir discuté avec des journalistes de La Croix, il semble qu'en interne, il y avait des débats, il y avait des clivages, mais en tous les cas, la ligne était celle plutôt de mettre en scène et de valoriser cette mobilisation. Et en fait, là, si vous trouvez ça sur Internet, hein, il y a eu plusieurs témoignages en novembre de jeunes gens qui étaient à l'époque adolescents, vous voyez, ou de grands enfants, qui sont allés manifester contre finalement ce qu'ils allaient devenir, ou les droits dont aujourd'hui ils souhaitent pouvoir aspirer, c'est-à-dire en gros des enfants gays, lesbiennes, personnes transgenres, bi, etc., élevés dans des familles catholiques très conservatrices qui les avaient amenés manifester et qui aujourd'hui se rendent compte de la violence symbolique qu'ils avaient et elles avaient subi à l'époque. Alors, autour donc, le rôle et moteur des catholiques est absolument évident, d'abord parce que les vies démarrent par une prière, parce que les évêques sont très très présents, parce que derrière la Manif pour tous se cache en fait, se cache assez peu en fait dès qu'on observe ces mobilisations, des réseaux du catholicisme conservateur, hein, ce catholicisme qu'a beaucoup étudié mon collègue Yann Raison du Closio, notamment les associations familiales catholiques. C'est un réseau très très puissant, structuré depuis la Seconde Guerre mondiale, très représenté aussi dans l'appareil d'État, notamment dans tout ce qui a trait à la démocratie sociale liée à la politique familiale, hein, donc avec une démocratie participative et des associations qui sont représentées. Et ces associations familiales catholiques, à côté d'associations familiales séculières, laïques, sont extrêmement présentes et elles ont été probablement là la cheville ouvrière de la mobilisation des manifestations, des réseaux anti-avortement aussi, notamment le réseau Alliance Vita, hein, qui a été extrêmement présent dans la mobilisation. Mais pourtant, et ça c'était cette ambiguïté comme ça qui participe vraiment de ce moment de mobilisation, pourtant les rhétoriques étaient des rhétoriques séculières. C'est vraiment des rhétoriques séculières. Je vous dis, moi j'ai observé quasiment toutes les manifs pour tous. Il y avait personne ne brandissait la Bible, personne ne citait Jésus, personne ne citait les pères de l'Église. Enfin, je veux dire, tout ça était vraiment absent de la rhétorique, des slogans, de tout ce qui pouvait apparaître à l'occasion de ces mobilisations. Et c'était vraiment des rhétoriques séculières. Je vous ai donné un petit concentré ici hein, sur les photos que j'ai sélectionnées. Vous voyez trois types de rhétoriques séculières. Il y avait d'abord la rhétorique du droit. Vous regardez, alors, vous voyez ici, égaux et différents, donc rhétorique de l'égalité.
Ici en haut, vous avez le code civil, donc avec cette idée que c'est la filiation qui serait mise à mal, et notamment, ça sera ensuite poursuivi avec l'idée d'une filiation sans père. Et donc, finalement, c'est tout ce langage des droits, hein, ce langage démocratique, des droits, de la lutte contre les discriminations, ce langage de l'égalité, qui est réapproprié, retourné d'une certaine façon par les militants. C'est-à-dire qu'au lieu de s'opposer aux droits des personnes à se marier ou à adopter des enfants, il s'agissait à l'inverse, d'habiter comme ça dans mon retournement, de défendre au contraire les droits des enfants. C'est vraiment ce discours des droits de l'enfant qui était extrêmement central. Ça, c'est le principal argumentaire. C'est celui qu'on voit dès le début des mobilisations et qu'on voit jusqu'aux dernières manifestations, celle de 2019, autour de la question de l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Il y a un autre registre de langage, un autre registre argumentatif que vous voyez ici, et qui va, là c'est une photo d'une manifestation de 2014, qui va en fait monter en puissance en 2014 et qu'on va retrouver aussi au moment des débats sur la PMA. Alors je ne sais pas si vous voyez, vous avez un bébé et vous avez un code barre. En fait, c'est des codes barres qu'on scanne au supermarché. Hein. Et donc, un prénom. Et en fait, il y a aussi toute une rhétorique de dénonciation de la marchandisation du corps des femmes ou de la marchandisation des enfants. Donc là aussi, c'est d'ailleurs la réappropriation d'une rhétorique qu'on trouve ailleurs, hein, qu'on trouve dans les mouvements féministes notamment, et qui sont ici réappropriés avec cette idée que finalement, le mariage pour tous ne serait qu'une première étape et que ça conduirait nécessairement notamment à la GPA, qui est toujours la gestation pour autrui, qui est vraiment, alors que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour en France, hein, je reviendrai là-dessus plus tard, mais qui est vraiment toujours agité comme une sorte de chiffon rouge, comme si c'était l'horizon de toutes ces mobilisations. Donc, vous voyez, discours des droits, critique des formes de marchandisation du corps humain, et troisième registre, c'est un cycle que vous connaissez ici. Alors, vous voyez, AB, donc, biologique. Et dans la famille, c'est biologique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cycle AB? AB, c'est agriculture. C'est vraiment un logo. On ne voit pas le lien. C'est un logo que vous trouvez sur les produits alimentaires, hein, sur, je ne sais pas, les produits aussi de cosmétiques. Vous allez avoir la certification AB, ça veut dire que le produit a été, je pense qu'à mon avis, il y a des logos équivalents ici, il y en a aussi à l'échelle, il y a des logos à l'échelle de l'Union européenne aussi. Hein, et donc, c'est la certification que là, on a respecté un certain nombre de normes biologiques. Et en fait, ça, c'est le troisième argumentaire qui sera aussi quand même très, très présent tout au long. C'est cette idée qu'il faut défendre la famille traditionnelle parce que ce serait la famille naturelle. Hein, donc, il y a une espèce de, voyez, de tentative de convergence avec une rhétorique de type environnementaliste, mais qui défend par derrière une conception de la nature qui, bien évidemment, n'est pas la nature, qui est vraiment une conception catholique, thomiste de la nature, avec cette idée qu'effectivement, il y a des identités qui sont inscrites dans la nature, qui sont voulues par Dieu et auxquelles on ne peut pas échapper, sauf à se rendre soi-même, à se mettre dans une voie qui serait très mauvaise pour soi-même et qui serait aussi très mauvaise, qui menacerait l'ensemble de la société. Donc, vous voyez, derrière tout ça, il y a aussi quand même une forme de panique morale qui est alimentée par ces discours, avec vraiment cette idée que, au-delà du mariage, c'est les enfants et c'est la société à venir qui est menacée par les réformes projetées par le gouvernement socialiste. Alors, rhétorique séculière, autre argument très très important de réussite de cette mobilisation, c'est les alliances. C'est-à-dire que ça, vous savez, c'est très classique en sociologie des mobilisations. On sait que pour qu'une mobilisation réussisse, il faut que les personnes parviennent à désenclaver la cause. Hein, ça, c'est un truc très classique en sociologie de mobilisation. Et c'est exactement ce que parvient à faire la Manif pour tous pendant un certain moment, où elle va désenclaver cette cause de cette défense d'une famille traditionnelle catholique, finalement, pour mettre en avant sa défense des droits de l'enfant. Et elle va y arriver grâce à un certain nombre d'alliances qui sont opérées, notamment des alliances religieuses, mais aussi des alliances
particulières qui vont entraîner des relais et qui vont faire que cette population qui normalement aurait dû ne mettre dans la rue que quelques réparateurs vraiment très minoritaires et d'habitude qui apparaissent comme étranges, déconnectés de la modernité, etc., vont assurer justement cette une partie du succès de cette mobilisation. Alors, Alliance religieuse d'abord. Alors là aussi, je vous montre mes photos de manifestation pour que ce soit intéressant. Donc là, vous avez ça, c'est une manifestation, c'est 2014, ça aussi, je l'ai vu plusieurs fois. Hein, on ne voit plus à partir de 2016, au moment où il y a un repli vraiment sur la base militante. Là, je ne les ai plus vus en 2014, je les ai vus aux deux manifestations. Il y en a une en février et une en octobre. Et là, alors cette photo, c'est ma photo, mais vous la retrouverez tout dans la presse, parce que ça a beaucoup intéressé de voir que finalement, il y a des catholiques, et vous avez cette écriture donc, en arabe, c'est ça, et dans les Français musulmans, voilà. Donc il y avait cette idée que finalement, il y aurait comme ça une sorte de front commun des religions, hein, qui en fait, dans le cas musulman, est très largement là aussi mise en scène par la manif, c'est-à-dire que là, on est sur un groupe hyper minoritaire, qui a été alors très habilement aussi dans les cortèges, vous savez, dans ce truc des manifestations où vous espacez pour que justement les médias puissent prendre en photo. Et donc, ils étaient toujours, ce groupe-là, qui est un petit groupe assez proche de l'UOIF, donc il y a un groupe d'associations musulmanes bien conservatrice sur ces questions-là. Et donc, ils étaient de telle sorte que vous aviez, le lendemain, moi j'ai vu cette photo partout. Or, il y avait un seul groupe, comme ça, avec... voilà. En fait, là où les alliances religieuses ont plus fonctionné, c'est parce que ça a aussi en partie fonctionné, même si elles ont fonctionné moins par un effet de convergence que probablement parce que les acteurs catholiques ont réussi à orchestrer ce type de convergence, c'était avec les protestants et avec les juifs. Alors, avec les protestants, et là c'est quelque chose de très étonnant parce que vous savez que le protestantisme français, qui est traditionnellement réformé et luthérien, est un protestantisme trilibéral, qui met en avant la liberté de conscience et qui, lors d'autres moments législatifs importants, sur le divorce, sur l'avortement, sur la question aussi de toutes ces formes de procréation médicalement assistée, tout ça est condamné par le magistère catholique, mais les protestants français avaient été plutôt dans le sens d'un accompagnement, et donc avaient plutôt validé tous ces changements-là. Et là, il y a une sorte d'inflexion du protestantisme français qui va reprendre complètement la rhétorique catholique, y compris la rhétorique d'un droit naturel qui est très, très étrangère à la pensée protestante. Alors, à la fois parce que ce protestantisme français a vu son centre de convergence, son centre de gravité se déplacer vers les mouvements évangéliques, avec, vous savez, un protestantisme traditionnel luthéro-réformé qui est plutôt en déclin démographique, et un protestantisme évangélique qui, lui, a vraiment le vent en poupe et dont on sait que, justement, il est très mobilisé sur ces questions de genre et de sexualité, sur un registre très conservateur. Et donc, non seulement les évangéliques vont se faire entendre par leur propre réseau, il y a un réseau, un Conseil national des églises évangéliques de France qui va prendre position contre le mariage pour tous, mais aussi en noyautant la Fédération protestante de France et en convergeant tout à fait avec la rhétorique catholique. Donc là, il y a un moment, il y a des divisions internes dans le protestantisme français sur lesquelles on pourra revenir, mais ça n'a pas empêché, quelques années après, en 2015, l'Église unie de France, donc qui renvoie aux réformés et aux luthériens, de proposer des cérémonies de bénédiction des couples de même sexe. Donc, mais là aussi, ça a été quand même assez... voilà. Alors, autre alliance religieuse qui fonctionne très bien, alors pas dans la rue, mais qui fonctionne bien d'un point de vue du discours politique, du discours médiatique, c'est avec les Juifs. Notamment avec une figure, le grand rabbin Bernheim. Vous savez que la France est encore héritière du régime des cultes reconnus, donc cette figure du grand rabbin qui ne veut rien dire d'un point de vue religieux, mais qui renvoie à cette figure, le grand rabbin étant l'interlocuteur au XIXe siècle de l'État, dans le régime des cultes napoléonien tel qu'il a perduré jusqu'à 1905 à la séparation des églises et de l'État. Et bien ce grand rabbin va complètement converger avec la rhétorique catholique et il va même produire une espèce de
de petit essai de 50 pages qu'il va diffuser comme ça dans les médias, qui va sembler très bien écrit et qui va beaucoup plaire aux catholiques. Mais on va comprendre quelques semaines après pourquoi ça leur plaît autant. C'est parce qu'en fait, ce rabbin est allé plagier un auteur catholique, un moine, connu justement pour ses positions très hostiles à toute forme d'institutionnalisation des couples de sexe. Et donc, il y a en tous les cas, il y a un moment une convergence effectivement avec le judaïsme français. Et là aussi, il y a une collègue, Martine Gross, qui a beaucoup travaillé sur les questions LGBTQI+, et le judaïsme français. Elle avait montré qu'il y avait plutôt une ouverture du judaïsme français. Alors, vous savez, le judaïsme français c'est un judaïsme conservateur, majoritairement. Donc, et puis conservateur, pas conservateur comme on connaît aux États-Unis, même s'il y a quelques développements récents, notamment sur ces questions de sexualité. Mais malgré tout, il y avait eu plutôt une ouverture. Ce grand rabbin, là, par exemple, avait signé la charte de lutte contre l'homophobie. Donc, elle avait repéré un certain nombre de signes. Et là aussi, c'est plutôt un infléchissement. Et ce front commun, il va être, donc vous voyez très bien qu'il est quand même très largement instrumentalisé par les catholiques, parce que vous savez, les musulmans, moi je travaille beaucoup, sur la question de l'islam en prison et à l'hôpital. L'agenda, les questions qui mobilisent les personnes musulmanes en France, c'est pas ces questions-là, c'est les questions de discrimination. C'est pas, je veux dire, c'est pas ça qui va faire descendre dans la rue. Enfin, c'est évident que là, il y a quelque chose qui relève d'une forme d'artefact qui a été mise en scène par le catholique. Et de manière paradoxale, l'État va renforcer cette impression de front commun des religions. Et ça, je pense que vous pouvez encore les trouver en ligne avec les fameuses auditions parlementaires. Et les représentants des cultes, alors je dis représentants parce qu'en fait, c'était que des hommes, à l'exception d'une personne, un représentant bouddhiste, mais tous les autres, c'était des évêques, pasteurs, hommes, rabbins, hommes, imams, hommes. Donc, toutes ces personnes sont auditionnées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et j'avais analysé l'audition parlementaire. C'était très intéressant comment est-ce que le discours était hyper convergent et comment est-ce que les interlocuteurs juifs, protestants et musulmans et même orthodoxes reprenaient complètement les rhétoriques séculaires catholiques, notamment sur la question des défenses des droits de l'enfant. Et là aussi, je veux dire, l'audition parlementaire, si vous regardez, c'est très intéressant parce qu'ils sont comme ça, vraiment en rang, comme ça, et donc on voit en habit, ça crée quelque chose qui donne vraiment l'impression de se prendre comme un des religions, mais bon, j'ai écrit un article là-dessus en montrant qu'il ne fallait pas le surestimer et qu'il était très largement mis en scène et très largement construit aussi par les catholiques. Alors, parmi les alliances, il n'y a pas que des alliances religieuses, même si, comme je vous dis, elles ont en partie fonctionné. Il y a aussi des alliances politiques, c'est-à-dire que cette nébuleuse militante de la Manif pour tous, elle va avoir des relais parlementaires. Elle va réussir à faire entendre sa cause de manière répétée, très efficace, puis ça a complètement paralysé la droite. À droite, il y a 2-3 personnes seulement qui vont finir par voter la loi. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que très majoritairement, et encore, les personnes souvent se sont abstenues. Elles n'ont pas voté en faveur. Vous voyez, quand même, il y a eu tout un temps où ça a complètement mobilisé les réseaux de droite qui se sont complètement les relais de l'argumentaire catholique. C'est l'argumentaire séculier que j'évoquais tout à l'heure, à l'Assemblée et au Sénat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu aussi quelques relais à gauche. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la droite qui a consommé très majoritairement avec ces réseaux, mais aussi quelques figures à gauche, dont la figure de Jean-Pierre Chevènement, que vous connaissez, et même à l'intérieur du Parti socialiste, il y a eu un petit groupe qui était constitué depuis 2-3 ans et qui va se faire connaître, le groupe des Poissons Roses, qui se présente comme des personnes socialistes opposées à l'institutionnalisation du mariage. Parmi ces alliances séculaires, il y a un troisième, toutes les alliances religieuses politiques, il y a aussi des alliances avec Philippe Portier, on avait appelé des groupes professionnels, c'est-à-dire des associations professionnelles, notamment un collectif qui s'appelle les juristes pour l'enfance. Vous avez aussi quelques figures de psy qui souvent jouent sur un double registre, c'est-à-dire que c'est des personnes qui en général sont très engagées dans ce catholicisme conservateur, mais ont aussi une légitimité totale de professionnels, professeurs de droit,
des avocats, des psys, des médecins, etc., qui vont là aussi consonner avec l'argumentaire de la manif à partir de leur légitimité de professeur. Alors, cette mobilisation, elle est souvent décrite comme inattendue, mais je vais vous montrer qu'en fait, on peut l'expliquer. Ce n'est pas une espèce de génération spontanée comme ça, qui aurait un peu éclaté à la figure en 2012. Alors, elle est inattendue, je vous ai déjà dit pourquoi elle est inattendue, puis c'est probablement ce que vous pensez, c'est votre point de départ quand vous m'écoutez. Elle est inattendue parce qu'effectivement, on ne s'attendait pas du tout à ce que la France, qui vraiment est l'opposé du Portugal, que je citais tout à l'heure, en termes d'affiliation, de taux de pratique, d'encadrement clérical, est vraiment l'un des pays en Europe de l'Ouest, c'est le pays catholique, enfin, pays de tradition catholique historique, qui est aujourd'hui le plus sécularisé. Mais personne ne s'attendait à avoir une mobilisation avec des réseaux confessionnels, à avoir un tel succès en France. Et c'est vrai que le mariage avait été ouvert le même sexe aux Pays-Bas, en 2001, en Espagne, pays le niveau de catholicisme quand même un peu plus élevé, il était en plus en 2005 en France, au Portugal, 2010. Et donc, c'est vraiment aussi une surprise en interne. D'abord, c'est une surprise pour le PS, le Parti socialiste. Je vous ai dit que c'était un des engagements de campagne de François Hollande en 2012, c'est-à-dire qu'il ne prend personne par surprise. Cette question de l'ouverture du mariage au couple de même sexe avait déjà un peu été dans la campagne de 2007, mais ça n'avait pas complètement pris. Là, les choses sont préparées. Et finalement, comme on écrit des politiques pas du tout spécialistes du religieux, mais justement du Parti socialiste, considérait qu'il y avait là finalement une réforme facile à mettre en œuvre. Coûtait pas grand-chose, vous voyez, par rapport à des formes de type social ambitieuses qu'aurait pu aussi mettre en œuvre un gouvernement socialiste, mais qui avait une très forte visibilité et était très fortement chargé d'un point de vue symbolique. Donc, finalement, François Hollande, qui a été élu au printemps 2012, c'est une des premières mesures qu'il entend mettre en place. Il l'a annoncé, c'est un de ses engagements de campagne. Ça semble assez facile à faire, c'est même un engagement phare, on peut dire. Et donc, il ne s'attendait certainement pas à l'opposition à laquelle il s'est heurté. Je l'ai dit aussi que c'est quelque chose qui avait beaucoup surpris les médias. Et que les médias avaient de ce fait probablement un peu accompagné, voire renforcé d'une certaine façon la mobilisation par l'espèce de fascination que ces cortèges, ces jeunes gens avaient pu exercer sur les médias et surtout sur des médias généralistes qui souvent n'avaient pas les clés de lecture pour percevoir justement les stratégies d'alliance, pour percevoir les stratégies aussi pour respecter une façade institutionnelle unanime et alors que les dissensions, les voix dissonantes, étouffées, masquées, ils n'avaient pas les clés de lecture. Je veux dire, là, on a des effets pour le coup d'une forme de prise de distance, de sécularisation aussi des médias généralistes qui n'avaient pas les clés pour le décapter. Et les médias confessionnels, finalement, ne voulaient pas gâcher la fête, d'une certaine façon. C'est-à-dire que du côté de ces catholiques qui se mobilisaient, ils avaient l'impression que ça y est, enfin, on les entendait pour une fois. Il y avait tout un discours sur on nous entend enfin, d'habitude on ne nous écoute pas, on nous crache à la figure d'habitude avec une espèce de rhétorique comme ça de la catholicophobie. Enfin, vous voyez, c'est dans ce retournement aussi de la rhétorique victimaire et minoritaire. Et donc, cette impression que ça y est, il y avait des jeunes qui se donnaient à voir et les médias comme La Croix, je pense, avaient du mal à venir dire mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, c'est pas du tout unanime, en fait, attention à l'instrumentalisation par le politique, par la droite, par la droitisation du mouvement, etc. Et donc, dans un premier temps comme ça, les médias ne sont pas du tout dissonants sur ces questions-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a aussi beaucoup surpris mes collègues. Alors moi, je travaille depuis ma thèse que j'ai faite au début des années 2000 sur le catholicisme.
Je vous assure que travailler sur le catholicisme en France, eh ben, c'est un peu un boulet. Parce que ça paraît comme... Ici aussi. Ça paraît vraiment comme un sujet pas du tout intéressant, voilà, condamné à disparaître, ringard, voilà. Bon, et en fait, là, tout à coup, tout le monde trouvait que le catholicisme c'était quand même intéressant. Et donc, j'ai aussi des collègues qui sont venus écrire des trucs sur cette mobilisation sans avoir des collègues sans avoir les clés de lecture non plus et qui, sans le vouloir du tout, parce que c'est des gens qui sont plutôt dans des engagements plutôt féministes, mais qui ne se rendaient pas compte que leurs travaux pouvaient aussi, d'une certaine façon, valider et amplifier la mobilisation. Alors, pourtant, cette mobilisation, bien évidemment, son ampleur, on ne pouvait pas la prévoir. Je le dis, pour moi, ce qu'on avait montré avec Philippe Portier, cette ampleur, elle est liée à cette réussite de désenclavement de la cause et de fait d'être parvenu justement à rallier d'autres réseaux, au moins pendant un temps. Mais on peut tout à fait en faire la généalogie. Et si on veut en faire la généalogie, il faut revenir au moins à deux événements antérieurs qui nous permettent de retrouver les mêmes réseaux, les mêmes rhétoriques, les mêmes répertoires d'action, les mêmes figures qui jouent un rôle là d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses de morale. Et il y aurait deux moments que je n'ai pas trop le temps de détailler, mais sur lesquels on pourra revenir si vous voulez. Il y a un premier moment qui a lieu à l'automne 2011. Il y a une première querelle, j'ai écrit là-dessus aussi, c'est la querelle des manuels scolaires. Là aussi, ça surprend tout le monde. Et vous avez là tout à fait, tous les réseaux sont là. Les réseaux, les relais parlementaires, dans le catholicisme conservateur, avec ses publications, avec ses figures de proue qui sont déjà là. Alors, il y a une pauvre introduction dans le cours optionnel pour les terminales littéraires et qui font plutôt des sciences économiques et sociales, à propos de devenir homme et femme. Alors, vous voyez, déjà, devenir homme et femme, c'est quand même une vision hyper binaire. C'est pas non plus un truc follement subversif. Mais rien que ça, avec cette idée que finalement, il faut sortir d'une vision naturalisée, que les identités de genre sont aussi des choses socialement construites. Des choses, vraiment, on n'est pas en pointe des études de genre. On est sur de toutes petites choses, mais qui vont, et notamment la façon dont certains manuels scolaires vont rendre développer dans leur page le programme, ça va susciter une première mobilisation qui là aussi surprend un peu tout le monde. Moi, je l'ai analysé un peu comme une espèce de moment de chauffe, vous voyez, c'est-à-dire un peu de répétition, d'entraînement à 1 an avant le mariage pour tous. Mais à vrai dire, si on veut comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter à la fin des années 90, où on avait déjà connu une première mobilisation autour du PACS. Alors, qu'est-ce que c'est que le PACS? Le PACS, c'est le pacte civil de solidarité qui est voté à la fin des années 90 et qui est là aussi une mesure décidée par le gouvernement socialiste de l'époque, qui est avec le Premier ministre Lionel Jospin, et qui vient être le point d'aboutissement de 10 ans de réflexion à gauche pour essayer de trouver un statut qui n'est pas le mariage, qui n'est pas le mariage, c'est juste un statut fiscal, un statut aussi au regard de la protection sociale, au regard du droit au bail. Lorsque vous louez un appartement, il faut se resituer dans les années 90. On est à un moment où le sida cause encore beaucoup de décès. C'est dans ce contexte-là que justement la gauche se mobilise pour essayer de trouver une solution juridique permettre justement que si une personne décède, le conjoint ne soit pas mis à la porte par la famille, mis à la porte par le propriétaire parce que son nom n'est pas sur le bail, le fait aussi de pouvoir déclarer ensemble ses revenus, le fait de pouvoir profiter de la... Vous savez, lorsque vous êtes en couple, vous pouvez profiter sous certaines conditions de la protection sociale de votre conjoint. Donc, c'est des droits sociaux, fiscaux. Ça ne va pas jusqu'à l'héritage. Je veux dire, on est sur des choses là aussi très, très modestes. On n'est même pas dans l'union civile, à vrai dire. On est vraiment dans un espèce de truc qui est censé régler. Et là, ça déjà, ça avait suscité une première mobilisation avec des figures qu'on va voir à nouveau, comme la figure de Christine Boutin, qui vient d'Alliance Vita, dans ce mouvement anti-avortement que je citais tout à l'heure, qui, elle, pour le coup, va brandir la Bible à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un truc très, très... au moment du PACS. Vous avez une figure, vous avez ces fameuses entrepreneurs de morale, notamment Tony Anatrella, dont on va apprendre ensuite, qui va devenir vraiment le monsieur
anti-genre en France, qui va faire une carrière au Vatican, c'est-à-dire qui va être promu au Vatican sur ces questions de genre, et qui en fait va se révéler être un agresseur, c'est-à-dire qu'il recevait, c'était un prêtre du diocèse de Paris qui se prétendait aussi, alors souvent les gens disent prétendre parce que personne ne sait d'où il avait sa légitimité, enfin, d'où il tirait sa légitimité, il se présentait comme thérapeute et proposait des thérapies de conversion avec toutes les guillemets à des séminaristes qui se sentaient homosexuels. Et en fait, c'était des agressions sexuelles qu'il a réalisées sur ces personnes. Et donc, voilà, vous avez là tout le paradoxe que je finirai sur cette question des scandales sexuels, parce que pour moi, ça met vraiment un point final à l'affaire. Et là, la figure de Tony Anatrella, et je ne peux pas la citer sans expliquer comment. Mais voilà, il se fait connaître à la fin des années 90 par ses écrits contre le pape, des écrits contre l'homosexualité, avec là aussi un discours qui prétend s'ancrer dans la psychanalyse ou dans l'anthropologie. Et vous avez... Il a d'ailleurs coécrit un livre avec Denise Bombardier au Québec. Alors, sur la question femmes et hommes, justement, dans les années 90. Oui, ça, c'est son grand moment, les années 90. Donc, il faudrait, vous voyez, revenir là-dessus. Et si on veut aussi comprendre, il faut aussi comprendre que cette mobilisation n'est pas du tout isolée. Ce n'est pas du tout une espèce d'exception française, qu'elle s'inscrit aussi dans ce que mes collègues Roman Couard et David Paternotte ont appelé les campagnes anti-genre en Europe. C'est-à-dire que ce qui se passe en France, eh bien, on le voit ailleurs. Alors, on ne le voit pas partout. Il y a des pays qui échappent à ça. Le Portugal, la Belgique, l'Angleterre, où ça ne prend pas du tout. Mais pas du tout. Ces réseaux ne fonctionnent pas, mais pas du tout. Y compris en Belgique, où pourtant vous avez un certain nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneuses de morale qui vont écrire beaucoup, qui vont participer à construire cette rhétorique anti-genre catholique, mais qui n'ont pas du tout... Paternotte a fait un papier où il a mis les prophètes dans son pays, en montrant comment est-ce que leur discours n'avait pas du tout été reçu en Belgique. Mais ces campagnes anti-genre, on les trouve en Allemagne, on les trouve en Finlande, on les trouve y compris dans des pays non catholiques comme la Roumanie, ou des pays très sécularisés comme la Hongrie. On les trouve aussi bien sûr en Italie. Et finalement, c'est des campagnes anti-genre, elles s'inscrivent dans la même rhétorique qui est celle justement de la théorie du genre, en fait, qui a été construite à la fois à l'échelle nationale, mais aussi à Rome, dès le milieu des années 90, avec, dans le contexte des conférences onisiennes sur les droits des femmes, et notamment s'opposer à l'extension des droits sexuels et reproductifs. Il y a une mobilisation très forte du Vatican pour s'opposer contre cette théorie du genre. Et un type comme Anatrella va considérer que la théorie du genre provoque davantage de dégâts que ceux occasionnés par l'idéologie marxiste. Et donc, vous voyez un peu cette idée qu'il faut empêcher la diffusion, notamment dans des pays où on aurait encore le sens de, là aussi avec toutes les guillemets, de la famille traditionnelle, et notamment en Afrique. Et cette mobilisation, elle va prendre forme autour de Benoît XVI, notamment, qui n'est pas encore Benoît XVI, mais qui est Ratzinger, qui va écrire un texte en 2004 important. Il va y avoir un lexique sur les termes ambigus et controversés. Il y a des dizaines et des dizaines d'entrées qui ont trait au genre. Et donc, c'est comme ça un discours transnational qui va être diffusé. Et Benoît XVI aura ce moment en 2008, à l'occasion des vœux à la Curie. Et il va appeler à se prononcer au nom de l'écologie humaine pour la défense du mariage et de la famille traditionnelle, au même titre qu'on défend les forêts tropicales. Cette idée, comme ça, là aussi, cette convergence avec un sentiment environnementaliste. Et cette idée, finalement, vous voyez, avec cette idée que c'est pas, en fait, c'est vraiment une menace pour l'humanité. C'est-à-dire, c'est quand même un discours de la peur, c'est un discours catastrophiste qui est et qui sera, qui va être très largement repris aussi par la militance anti-mariage pour tous. Bon, je n'ai pas le temps de vous présenter ça, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Finlande, ce qui se passe en Roumanie, on voit qu'il y a vraiment les répertoires d'action qui circulent. Les Italiens font une manif pour tous en Italie. En Roumanie, là, en lien avec l'Église orthodoxe, ils vont faire aussi, en reprenant les logos, le nom, les petits ballons, les sweatshirts, le rose et le bleu qui est censé incarner justement la différence, la bipartition des identités dès le plus jeune âge. Et donc on n'est pas du tout là dans quelque chose qui serait quelque chose d'isolé.
Voilà, il faut aussi arriver à penser cette mobilisation française par rapport. Alors, quel bilan tiré de tout ça? C'est un bilan bien sûr contrasté. Alors, ils ont échoué. La mobilisation, elle a échoué puisque le mariage et l'adoption sont bien ouverts aux couples de même sexe par la loi promulguée le 17 mai 2013. Bon. Il n'empêche que, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi bien reconnaître que finalement, ce moment de mobilisation, il a permis une mise en réseau, vous voyez, de groupes qui étaient très éparses et très marginaux, qui se sont connectés entre eux et qui ont gagné en visibilité et donc en efficacité aussi dans leur capacité à se donner à voir dans les médias, mais aussi dans la capacité à se faire entendre des pouvoirs publics. C'est vraiment très typique du mouvement Alliance Vita, qui est un mouvement anti-avortement. Les mouvements anti-avortement en France, c'était vraiment très hommage, y compris très hommage du monde catholique, pas du tout dans une... c'est vraiment... et là, par cette défense de la famille, par cette convergence autour du mariage pour tous, par ensuite ce que je vais plus rapidement expliquer autour de la procréation médicalement assistée ouverte à toutes les femmes, vont arriver à se recentrer, à sortir de leur marginalité, à produire un discours aussi très sécularisé autour de la défense de la dignité, de la défense de la vie, etc. Ils vont réussir à se remonter et ils vont devenir vraiment des interlocuteurs des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'au moment du débat bioéthique sur la loi sur la PMA, eh ben, Madame de la Rochère, qui est la présidente de la Manif pour tous, le président d'Alliance Vita sont auditionnés au Parlement. Ils sont auditionnés au Parlement et ils harcèlent régulièrement le cabinet de la ministre de la Santé, qui était aux commandes pour se faire recevoir par le cabinet. Donc, il y a toute une sorte de lobbying comme ça, et ils sont reçus. Donc, vous voyez, il y a eu une sorte, malgré tout, même si une fois que vous voyez, les alliances sont tombées et qu'ils se sont retrouvés sur leur petit nom que représentent ces réseaux, c'est quand même des réseaux qui ont gagné en efficacité. Et surtout, ça a eu un effet de paralysie durable sur le politique, sur toutes ces questions-là. Vous savez, souvent on dit qu'il y a une sorte de modèle bioéthique français qui serait surmoralisé, qui serait encore très marqué par la matrice catholique. Et c'est vrai, ça fait partie des paradoxes là, de cette affaire. Et on voit très bien que le moment du mariage pour tous a fait que certains dossiers ont été reposés sous le tapis. La question de l'ouverture de la procréation médicalement assistée qui est réservée en France jusqu'à la loi de 2021, qui était réservée aux hétérosexuels. Alors, dans un premier temps, c'était que les couples mariés. Ensuite, c'était aussi les couples qui pouvaient faire valoir un minimum de durée de vie commune. Et cette ouverture aux couples de femmes ou aux femmes célibataires, c'est quand même quelque chose dont on débat depuis 2011. C'est-à-dire que ça aurait pu passer en 2011. François Hollande n'était pas dans ses engagements de campagne, mais il avait... C'était un horizon possible pour lui. Ça s'est remis sous le bas de la pile pour 10 ans, pratiquement. Et ça a paralysé au-delà de ces questions-là, parce que ces mouvements type Alliance Vita, type la Manif pour tous, et le magistère catholique aussi, lient ensemble toute une série de thématiques, à la fois la question de la défense de la famille, mais de la défense de la vie, de ses débuts à sa fin. Et donc, peut-être que vous suivez le débat français actuellement avec la Convention citoyenne autour de la question de la fin de vie, où là aussi, on a, par rapport à ce que vous connaissez ici, par rapport à beaucoup de pays européens, par exemple la Belgique, on a un modèle qui est très, très restrictif. Donc, il n'y a pas de possibilité d'euthanasie ou de suicide assisté. Le droit français ne le reconnaît pas. Et là aussi, vous voyez, ça a probablement aussi gelé, paralysé, et ça a paralysé François Hollande, mais alors celui que ça a encore plus paralysé, c'est Emmanuel Macron. Si vous comparez la brutalité avec laquelle il a fait passer toute une série, bon là on a un exemple avec la retraite, mais dès son premier quinquennat, autour d'une réforme sur la compagnie nationale de chemin de fer, etc., là il va très vite, alors que sur les questions relatives par exemple à la PMA ou à la fin de vie, qui pourtant, la PMA, c'était lui aussi dans ses engagements de campagne. Et il est élu en mai, en juin, il a tout de suite un feu vert qui lui est donné par le Conseil national consultatif bouquet. Il va attendre 4 ans, avec cette crainte de faire les mêmes erreurs que François Hollande. Vous savez, c'est opposé à François Hollande dans cette définition-là. Et donc, il va être d'une prudence extrême, très probablement surestimant la capacité de mobilisation de ces réseaux. Ce qu'il ne voit pas, c'est que ces réseaux, justement, sont revenus sur leur base
hein, il n'a pas compris qu'en fait, leur capacité justement d'entraînement, leur capacité d'alliance était terminée. Alors, je vais faire très vite pour qu'on ait le temps, je le ferai à la fin, mais parce que je vois que vraiment là, le temps presse et je veux qu'on ait quand même le temps pour discuter très vite. La deuxième séquence, c'est 2014-2021, mais je vous ai déjà donné beaucoup d'éléments de compréhension. Cette militance, elle ne va pas s'arrêter après la promulgation de la loi. Elle va se replier sur deux domaines, l'école et la bioéthique, principalement. Alors, ça peut vous sembler deux domaines éclatés, enfin, ça peut vous sembler aller dans des sens différents, et en fait, ce n'est pas déconnecté. Hein. Tout ce qui touche à la bioéthique ou au domaine scolaire, toutes ces querelles et controverses qui s'y déploient ont toujours trait à la question de l'enfant, né ou à naître, et à sa vulnérabilité qu'il s'agirait de protéger. Vous voyez, le protéger dans sa famille en lui assurant l'affiliation d'un papa et d'une maman, le protéger à l'école contre l'exposition à justement des théories qui pourraient comme ça banaliser l'homosexualité, banaliser le fait qu'il y a des personnes transgenres, etc. Donc des choses qui sont voilà, qu'il ne s'agit surtout pas d'évoquer à l'école. Donc il y a plusieurs mobilisations à ce sens. J'en arrive juste vite sur la question de la PMA, hein, qui est vraiment qui est intéressante et qui est liée à ce domaine de la bioéthique. Je vous ai parlé d'Alliance Vita. En fait, Alliance Vita, c'est ce qui naît en 93 en France. 93, il y a une loi, qui est la loi Neyertz, qui va créer le délit d'entrave. Je dis que les mouvements d'avortement étaient très minoritaires en France, mais il y a eu quand même des commandos, vous savez, son modèle un peu états-unien, de commandos qui allaient dans les cliniques et qui tentaient d'empêcher des femmes d'accéder aux services ou qui tentaient d'empêcher les médecins de procéder à l'interruption de grossesse. Et donc, il y a un délit d'entrave, qui est voilà, une sanction, et qui fait que ces mouvements vont se repositionner dans le domaine du bioéthique, qui va justement, il va y avoir toute une série de lois bioéthiques qui seront révisées à intervalles réguliers, qui est prévu d'ailleurs par le législateur, et qui à chaque fois vont donner le déploiement, vont occasionner le déploiement d'un débat bioéthique où les religions sont aussi invitées à participer au débat. Et donc finalement, ces groupes-là vont se positionner là, et c'est ce qu'ils vont faire au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. Alors élection, ça c'était pour le Front Populaire, mais élection voit d'un très mauvais œil. Ils n'ont pas compris, c'est-à-dire que, vous voyez, ça c'est un pochoir au pied juste à côté d'une église de l'ouest parisien. On est dans l'entre-deux-tours, quand je prends cette photo. Et en fait, Macron n'était pas du tout le candidat pour tous, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et ils voient en Macron un libéral, à la fois un libéral économique et un libéral d'un point de vue des valeurs. Alors, ils ont raison pour le premier, mais ils auront tort pour le second. Et vous voyez, ce qui était Macron veut la PMA, la GPA, l'euthanasie ne lui donnait pas de majorité. Voilà. Donc, il y a vraiment l'idée qu'ils auraient là un ennemi, et là, d'une certaine façon, ils se trompent un peu. Macron va être extrêmement prudent. Il va, alors qu'il a le feu vert par le Conseil national de bioéthique, il va, dit-il, donner le temps du débat. Et donc, il va organiser des états généraux de bioéthique. Et pendant ce temps-là, les réseaux de la Manif pour tous vont noyauter le débat. C'est Séverine Mathieu qui a beaucoup suivi ça. Moi, je n'ai pas fait d'ethnographie, mais elle a présenté dans mon séminaire plusieurs fois, puis dans son livre, c'est très bien expliqué aussi comment est-ce que les groupes ont noyauté non seulement les débats en ligne, en faisant voter majoritairement, enfin, en votant de manière massive, ils ont noyauté aussi les débats qui ont eu lieu à Paris, dans les villes de province, avec des personnes qui étaient, donc une personne au fond, une personne à côté, enfin tout était extrêmement bien organisé. Menacer Emmanuel Macron de manifestation, menacer, mais probablement que De La Rochère, qui est la présidente de la Manif pour tous, craint aussi. C'est très bien que ces troupes ne sont plus aussi nombreuses que quelques années auparavant, et donc ça va être une espèce de menace, comme ça, menace. Et on aura deux manifestations, finalement seulement, celle du 6 octobre 2019 et celle du 19 janvier 2020.
qui vraiment va regrouper un nombre de personnes très réduit. C'est vraiment le noyau dur. Hein, il n'y a plus de musulmans, il y a plus de, enfin, on est vraiment sur des et le catholicisme n'est plus tellement masqué. Enfin, je veux dire, on a les drapeaux des associations familiales catholiques. Enfin, là, on est vraiment sur le noyau dur qui est encore présent, qui n'est pas ridicule. Hein, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui peuvent se mobiliser. Et ça va susciter chez les évêques une sorte de... Voilà, ils n'ont pas trop envie de revivre le moment du mariage pour tous non plus, et donc ils vont dire oui, on appelle les catholiques à se mobiliser, vous voyez, ils jouent sur les mots, c'est-à-dire ne vont pas non plus complètement condamner les gens qui descendent dans la rue, mais ne descendant plus pour soutenir les cortèges, comme l'avait fait le président de la conférence épiscopale et un certain nombre d'évêques empreintes en 2012, 2014. Donc la loi va être promulguée en 2021, si moi ce que je dresse comme bilan, hein, c'est vraiment celui de l'essoufflement de la mobilisation, pour faire vite, hein, pour expliquer cet essoufflement. C'est la fin justement à la fois de ces réseaux d'alliances, et c'est la fin aussi de la contrainte de consensus qui avait été, vous voyez, fin des réseaux d'alliance avec l'extérieur et fin de la contrainte du consensus qui était exercée en interne. Échec des alliances politiques, échec des alliances à droite, c'est-à-dire que la droite, qui à un moment a un coup de coude derrière la manif pour tous, dans un contexte où il y avait eu l'élection perdue de Nicolas Sarkozy, où elle espère finalement avoir pris le râle du vote catholique, hein, espère se repositionner sur ces enjeux. Ça ne marche pas. Échec de François Fillon en 2017 à la présidentielle, échec d'un représentant tout à fait, François-Xavier Bellamy, qui est donc un ancien militant de la manif pour tous, qui fait le score le plus bas qu'ait connu la droite parlementaire aux européennes de 2019, et qui surtout ne recueille même pas la voix des catholiques pratiquants. Ils votent plutôt pour la candidate LR, par attachement à la Constitution européenne. Dissension aussi intra-catholique, hein, cette idée qui avait réussi à s'imposer comme quoi si vous étiez catholique en 2012-2014, ben vous étiez forcément contre la loi et vous alliez forcément descendre dans les cortèges pour dire combien vous la désapprouviez, qui avait passage unanimiste construit à la fois par le réseau de la Manif pour tous, mais aussi par certains évêques, hein, qui ont vraiment quelques figures de proue, 23, le cardinal Barbarin aussi, dont je vais parler dans une minute et je finirai sur cette figure-là. Finalement, tout ça va là aussi va se distendre. Les conflits qui avaient lieu au niveau local, il y en a eu dans des paroisses. Je faisais un entretien avec un prêtre qui me disait, je suis arrivée en 2014, c'était la guerre de tranchées. Il y avait les pro-manif pour tous et ceux qui ne supportaient plus qu'on en parle. Donc sa paroisse était complètement cultivée pendant 2 ans. Il fait tout son job pastoral, c'est d'essayer que les gens se remettent à se parler ensemble. Vous avez aussi une prise de conscience de l'instrumentalisation par la droite et notamment par l'extrême droite, hein, une forme d'extrême droite du religieux, un truc maurassien, hein, qu'on a déjà connu en d'autres époques, et certains évêques vont le percevoir et vont le dénoncer. Et puis, vous avez aussi la prise de conscience, finalement, que dans les paroisses aussi, il y a des personnes qui sont en couple de même sexe, il y a des familles homoparentales, et que pour ces personnes, et moi j'ai fait d'ailleurs, pour en parler si vous voulez, une enquête spécifiquement, justement, après le livre avec Philippe Portier, j'ai vraiment souhaité travailler justement sur ces personnes qui entendaient se marier, tout en étant pourtant très pratiquantes, très investies dans leur paroisse, dans des lieux d'église, etc. Et il y a quand même une prise de conscience de cette homophobie qui s'est exprimée non seulement dans la société française ensemble, mais qui s'est aussi exprimée, une homophobie spécifiquement ecclésiale. Lorsque vous aviez le curé qui appelait à aller manifester, lorsque vous aviez les petits goodies là, de la manif pour tous qui étaient en vente juste au sortir de l'église, lorsque les gens allaient de l'église, moi je sillonnais Paris à vélo, je suivais comme ça un peu au moment des manifs pour tous, vous voyez les gens qui allaient ensemble ou qui avaient pris le car, hein, qui venaient de Vendée, de Normandie, etc., qui avaient pris le car ensemble, qui s'étaient levés avec les gens de leur paroisse et qui étaient venus, voilà, et qui se sont rendus compte de la violence que ça avait représenté pour les personnes concernées. Et que non seulement il y avait les personnes concernées, mais il y avait aussi les parents de ces personnes, leurs frères et sœurs, leurs amis, etc. Et donc, il y a quand même aussi une prise de conscience de l'extrême violence de cette mobilisation qui avait été masquée. Et d'ailleurs, ça, c'est moi un point de dissension totale avec Yann Raison du Clojou, qui dit non, ces gens ne sont pas homophobes. C'est pas les gens qui se déclarent homophobes, c'est quand même les gens qui sont concernés et qui vivent une violence homophobe et qui peuvent l'exprimer comme telle. Là, c'est vraiment un point total de désaccord avec
Voilà, donc il y a comme ça une déconnexion très forte, hein, voilà, cet unanimisme qui tombe. Il y a l'élection du pape François qui ne va pas changer quoi que ce soit sur la norme, mais qui dans le discours va avoir une attitude beaucoup plus ouverte, une attitude pastorale beaucoup plus ouverte. Hein. Souvenez-vous, il est de retour à Rio dans l'avion du JNJ, il est interrogé sur l'homosexualité, il dit qui pour juger. Alors ça fait, vous imaginez, la manif pour tous, ça la manif pour tous est déstabilisée par le pape François. C'était tellement en phase justement avec Benoît XVI que là, il y a une espèce de... Ça, c'est le premier... c'est vraiment quelque chose qui va vraiment les déstabiliser. Et ce qui est intéressant, au final aussi, maintenant qu'on a on a 10 ans depuis la promulgation de la loi, c'est qu'on voit que finalement, comme souvent dans ces moments de grande homophobie, c'est à la fois des moments ces moments de controverse, à la fois des moments d'homophobie, de violence qui s'expriment contre les personnes, mais c'est aussi un moment de banalisation. Et donc, y compris dans les communautés catholiques. C'est-à-dire que dans les communautés en France, et moi, les personnes que je voyais, donc des couples gays ou des couples lesbiens, me disaient que finalement, ces personnes avaient décidé de faire leur coming out paroissial, justement, quelques mois après la promulgation de la loi, et aller s'affirmer comme couple et pas juste comme des amis qui se retrouvent à la messe, s'affirmer comme couple à ce moment-là. Hein. Et il y a eu un sondage dans la Croix très intéressant qui montrait comment en 2000, je ne sais plus si c'est 2020 ou 2021, finalement, il y avait une forme de libéralisation de l'opinion publique française sur ces questions-là. La catastrophe, je veux dire, qui était mise en scène comme ça n'a pas eu lieu, et les personnes, finalement, ont vu leur opinion se libéraliser, y compris les catholiques, et y compris les catholiques pratiquants. Voilà, plus vous êtes pratiquants, moins vous êtes ouverts sur ces questions-là, mais quand même, il y a eu une évolution qui a touché toutes les catégories de la population. Et le point final, ça c'était l'extrême droite, le point final, si vous voulez vraiment, qui de toute façon coupe sous le pied toute capacité à produire un discours moral, et encore pire, un discours sur les droits de l'enfant, c'est les scandales sexuels qui ont éclaté là aussi. On a une temporalité qui est très différente de celle que vous connaissez, qui éclate tardivement, hein, ils éclatent en fin 2018, début 2019. Et le point de retournement, c'est ce que je vous ai mis en photo ici. Donc ici, je vous parle d'une affaire qui est celle de Bernard Prénat, prédateur sexuel, qui a agressé des dizaines et dizaines de scouts pendant des décennies, hein, et qui l'a toujours fait savoir à ses évêques. C'est-à-dire que c'est pas un prédateur qui il reconnaissait, lorsqu'il était interrogé, il reconnaissait les évêques. Et tous les évêques, jusqu'à celui-ci, donc là, on a là le cardinal Barbarin, figure de proue de la mobilisation contre le mariage pour tous, qui a pris des positions très, très dures dans les médias, qui s'est fait prendre en photo à Lyon, descendant, rejoindre les cortèges de la manif pour tous, tout sourire, etc. Cette affaire, Prénat, devient l'affaire Barbarin, hein, puisque Barbarin, comme ses prédécesseurs, n'a pas dénoncé les faits, alors qu'il aurait dû dénoncer les faits à la justice. Et donc, vous voyez, là, on a la contradiction avec la figure de Barbarin, et je finirai vraiment là-dessus, mais on pourrait dire qu'Anatrella, c'est un peu vous voyez, c'est cette contradiction entre finalement un discours moral qui se prétend très exigeant, qui se prétend défendre les plus vulnérables, les enfants, les femmes, etc., hein, et qui en même temps, finalement, est dans la contre-exemplarité totale, puisque a participé d'un système qui a couvert ces affaires. Et donc là, ça fait, vous voyez, c'était le dernier, on n'avait peut-être même pas besoin de ça, mais en tous les cas, là, c'est vraiment la touche finale qui fait que pour moi, on est vraiment aujourd'hui sorti complètement de ce moment de mobilisation. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous remercie. Merci.